Donc, si on prend le cas d'Angola comme exemple, c'est possible. Ça serait possible, Bien sûr. même en Tunisie ou en Égypte ou dans les autres pays aussi, forcément. Côte d'Ivoire. Tu verrais le nombre de potentiel qu'il y a dans ces pays. De joueuses avec. Il y a deux gauchères en Guinée que j'ai intégrées avec moi sur l'équipe nationale A à 16 ans et 17 ans. Une arrière et une ailière. Elles ont fait tous les stages avec nous. Et j'en ai parlé à mon ancien club pour les faire venir au centre de formation parce que ce sont deux pépites, deux gauchères en plus. Et on m'a répondu, oh ben non, c'est trop compliqué d'obtenir les visas. Donc, ça veut dire que, tu vois, ces deux gamines-là, elles ont dû partir dans un pays qui n'est pas dans l'espace Schengen. Et donc, elles stagnent. Alors que si elles étaient venues dans des structures d'entraînement professionnel en France ou ailleurs, ça aurait été deux très, très bonnes joueuses. Même pour de la D1 française. Maintenant, c'était il y a 3 ans. Elles ont stagné. J'ai peur que ce soit un peu trop tard. Donc, c'est tout ça qu'il faudra améliorer. Tout ça, c'est uniquement pour un problème de visa. Bon, moi, je serais pour un monde sans frontières. Donc, je suis un humaniste, on va dire. La chanson oui, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais on doit développer nos propres joueurs et joueuses en France, en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter des joueuses africaines ou d'autre part? Enfin, que dirais-tu comme exemple contraire de ce que je viens de dire, non, pour leur faire comprendre que c'est pas forcément comme ça que ça marche, ou c'est pas forcément pour cette raison que le handball va être mieux, qu'on garde seulement les gens qu'on a développés en France. Tu vois ce que je veux dire, la question? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais? Ben, je vais te redire ce que je t'ai dit 2, 3 fois depuis qu'on discute. Je pense que la richesse des différences, voilà, moi c'est. L'aspect humain. Mais oui, et puis on a toujours à apprendre des autres. On a toujours à apprendre des autres personnes, des autres cultures, des autres modes de vie. C'est pour ça que ça moi, nous enrichit. Ça nous enrichit. Mais bien évidemment, et bien évidemment. C'est pour ça que moi, je combats les extrêmes, parce que c'est pas en se recroquevillant sur nous-mêmes. On va péricliter, si tu vois, on va se recroqueviller et puis on va devenir aigri. Non, il faut s'ouvrir au monde. Moi, tu sais, alors je sais que ça n'arrivera jamais. Moi, je serais pour un monde sans frontières. Et si tu veux prendre l'avion de Guinée pour venir à Paris, ben, prends l'avion. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Mais dans l'autre sens, tu ne peux pas aller en Égypte sans visa. Tu vois? Tu ne peux pas aller en Guinée sans visa. Mais est-ce qu'il y a des moyens, excuse-moi, qu'on pourrait mettre en place pour faciliter ce type d'échange entre joueurs et joueuses et championnats différents? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire ça avec dans le futur? Oui, avec l'Afrique ou même des pays comme la Serbie où c'est vraiment difficile, ou Monténégro, non, enfin les joueuses et les joueurs ils ont des problèmes des fois justement à cause des visas. Alors, moi, je ne peux pas trop répondre pour la Serbie, le Monténégro, si ce n'est que c'est un problème réglementaire de visa et que je pense que c'est quand même plus facile à obtenir que pour une africaine. Moi, je pense que comment faire? Moi, depuis que j'étais à Mérignac, donc je suis arrivé à Mérignac en 99, donc je pense qu'à partir de 2000 ou 2001, j'ai toujours voulu mettre en place des passerelles entre le club dans lequel j'étais, donc après ça a été à Toulon, après à Celles-sur-Belle, avec une fédération africaine. Je pense que, mais après c'est toujours pareil, c'est une question de moyens. Je te dis, je vais prendre un exemple concret. Le club Besançon, d'accord? J'ai jamais entraîné à Besançon, il n'y a pas de problème. Besançon, si tous les ans, ils partaient faire 10 jours de stage en Guinée, ils seraient au contact des Guinéens, ils verraient que ce sont des gens comme eux, comme nous, qu'on est tous pareils. La seule différence, c'est le pays où l'on vit, la couleur de peau, mais moi, la couleur de peau, je ne la vois pas. Mais ils verraient que les gens sont les mêmes. Et à force d'y aller, ça créerait aussi, quand ils reviendraient, ils diraient « Ah, ben là, j'ai vu 2, 3 bonnes joueuses », et ça créerait peut-être un appel comme ça, tu vois, vers
pour venir vers l'Europe. Aujourd'hui, on est au stade où c'est aux pays africains de faire les démarches pour venir en Europe, mais sauf qu'on leur ferme les portes. Voilà. Si demain, le club de Besançon, je prends cet exemple au hasard, hein, le club de Besançon dit, moi, je vais aller faire 10 jours de stage à Conakry. Mais ils vont avoir leur visa. Il faut un visa, mais ils vont l'avoir. Et pendant 10 jours, ils vont rencontrer le handball guinéen. Et tu verras que si tu fais ça régulièrement, mais les gens ont peur. Les gens ont peur. Je suis désolé de le dire. Les gens ont peur. D'accord, donc il y a aussi, il faudrait qu'on ait une volonté politique, etc., pour faire que ça marche et qu'il y ait ce type d'échange encore plus. Mais donc, grosso modo, tu penses qu'il y a un avenir en Afrique en ce qui concerne le handball, le sport. Tu fais partie de ce plan aussi parce que tu diriges encore l'équipe de Guinée. Si tu pourrais changer quelque chose en France en termes de structure, quelle serait ta première mesure pour restructurer durablement le handball en général ou même le handball local? Alors, le handball français, il est très bien structuré. C'est-à-dire qu'à partir de 11 ans, il y a tout un système de détection. Je pense que dans la structuration du sport, du handball, de la détection, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Je pense que le seul vecteur sur lequel j'essaierai de travailler, mais bon, là, on parle au conditionnel et je n'en ai pas le pouvoir, ce serait sur la médiatisation de notre sport. Voilà, la médiatisation. Pourquoi aujourd'hui le football féminin, pourquoi aujourd'hui le rugby féminin est télévisé en France régulièrement? Pourquoi pas le handball, qui est le sport qui a apporté le plus de médailles à la France en sport collectif féminin? Pourquoi pas le volley? Pourquoi pas le basket? Voilà, je sais pas. Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question parce que, alors, il y en a qui disent que c'est un problème de gymnase, de salle. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des palais des sports pratiquement partout. Tu vois? Et les palais des sports de 3000 places en France, ils sont remplis pour le handball féminin. Le football, ils jouent dans des stades de 20 000 places et il y a 3000 spectateurs dans le football féminin. Donc, pourquoi? Alors, parce que sûrement la fédération de football a plus de pouvoir et de moyens pour structurer, peut-être même, je ne sais pas, je n'en sais absolument rien. C'est le football, la fédération de football qui paye pour que le football soit télévisé. J'en sais rien. Mais nous, aujourd'hui, voilà, ça serait mon cheval de bataille. Comment faire? Mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de solution. Comment faire pour que notre sport soit médiatisé, féminin? Parce que la médiatisation entraînerait tout le reste. De détection, de résultats, de formation. En France, je pense sans prétention qu'on est au top. Dernière question pour conclure. Après 35 ans, plus ou moins, tu as été un peu partout, tu as vu beaucoup de choses, Afrique, Europe, etc. Qu'est-ce qui te fait encore courir aujourd'hui? Entre guillemets, encore courir. Un peu quand même. Non. Deux choses. Et j'ai dit que tant que ces deux choses seraient là, je continuerai. La première, je vais les mettre dans l'ordre des priorités et que ça continue. La première chose, c'est la santé. Voilà. Tant que j'aurai la santé, je continuerai. Mais pas que. Et il faut aussi la passion. Voilà. Et j'adore, je me régale à entraîner, je me régale encore plus à manager, je me régale encore plus à structurer, à développer. Tant que ces deux critères de passion et de santé seront là, je continuerai. Bon, après, j'ai la chance d'avoir une femme qui me comprend parce qu'elle a fait du sport de très haut niveau. Et peut-être, inconsciemment, la peur de la retraite et de ne rien avoir à faire. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, j'en sais rien, mais sûrement ça doit entrer. Non, mais la santé, il faut que j'ai la santé et la passion. Voilà. Et tant que j'ai ça, je continue. Puis après, des propositions. Parce que peut-être que demain, du jour au lendemain, il n'y aura plus rien, quoi. Voilà. Pour l'instant, j'en ai encore. Je touche du bois. Il faut que ça continue. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup, Thierry. Peut-être comme comme conseil à la relève, quel est ton message pour, disons,
un coach, un entraîneur qui hésite encore à tenter l'aventure à l'étranger ou même l'aventure en Afrique? D'abord, oser. Voilà, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, cette fameuse expression qu'on utilise beaucoup. Et alors maintenant, parce que j'ai beaucoup d'expérience, partir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, partir quand tout va bien, ne pas hésiter à partir à l'étranger, parce que tu vois, quand j'étais à Mérignac, donc c'était entre 99 et 2009, on a fait une finale de Coupe d'Europe, on a beaucoup eu, on a fait pendant 8 ans, on a fait des Coupes d'Europe. Et j'avais été contacté par plusieurs clubs à l'étranger, mais pour les raisons dont je t'ai parlé tout à l'heure, la famille, machin, les enfants, tu te dis non, non, non. Mais s'ils peuvent, les jeunes, s'ils ont ou les plus jeunes, partez dès que vous pouvez et surtout quand tout va bien. Donc Parce partir que, comme quand on est exactement. sur la hauteur. Et ça, je l'ai appris trop tard. Il faut savoir partir quand tout va bien, plutôt que, je te le répète, je l'ai dit tout à l'heure, plutôt que d'attendre qu'on te mette dehors parce que ça va moins bien. Merci beaucoup Thierry, Ben, c'était un merci à plaisir. toi.